Bien. Bonsoir à tous. Merci de nous avoir rejoints donc sur Teams pour un nouveau meet-up du club Power BI. Donc là, comme vous savez, en ligne, donc plutôt l'équipe lyonnaise, mais pas que. On va le voir qui va être représenté aujourd'hui. Alors quelques petites. Tiens d'ailleurs, j'entends un micro, je vais le couper. Quelques petites règles. Donc pour que tout se passe bien, tout simplement. Donc s'il vous plaît, coupez bien vos micros, coupez bien vos caméras. On aura les intervenants qui mettront à leur convenance leur caméra pour Yasuteru et Corentin le moment venu. Mais au-delà de ça, donc voilà, pour faire en sorte que ça se passe bien en termes notamment de bande passante, de performance et également d'interaction, hein, les micros, des petits bruits parasites, n'oubliez pas de couper les micros. Évidemment, alors ce sera à la convenance des deux autres intervenants, mais notamment pour ma part, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la fonctionnalité Teams pour lever votre main et vous manifester. Comme on va être plusieurs à gérer un petit peu ce meet-up aujourd'hui, de toute façon, le chat s'est ouvert. Je pense que j'ai reconnu pas mal de noms, certains d'entre vous ont l'habitude déjà d'interagir. N'hésitez pas, bien évidemment, à poser vos questions par écrit, à lever la main, et on va prendre ça au fur et à mesure. Malheureusement, Marie ne pourra pas être avec nous aujourd'hui. Elle a eu un petit souci, alors pas de Covid, mais un petit souci quand même pour pouvoir être fraîche et dispo pour pouvoir nous rejoindre ce soir. Donc elle avait essayé de faire le maximum pour être là, ça va pas être possible, mais c'est pas très grave. Et puis bah elle sera là pour la prochaine fois qui va arriver dans pas si longtemps d'ailleurs, d'ici fin juin. Mais on verra cela pour la suite. Donc c'est moi qui vais me charger aujourd'hui des news communautaires. Donc petit rappel de la carte avec nos différentes régions, nos différentes agences entre guillemets finalement pour représenter les différents meet-up. Alors encore une fois, toujours confiné, enfin reconfiné, couvre-feu, tout ça, on fait du en ligne, bien évidemment. On est en train de travailler pour préparer le prochain Power Saturday qui arrivera en juin. Donc voilà, vous avez certainement déjà vu passer quelques annonces et call for speaker notamment. Donc j'espère que vous serez disponible pour voir en tout ou partie les différentes présentations, les sujets qui seront abordés. Alors, tiens, je crois qu'elle l'avait rajouté d'ailleurs, petit élément qui va se greffer à nous. On en a parlé plusieurs fois et justement, on a pour la première fois aujourd'hui, donc Yasuteru et je crois que j'ai vu Gaël être connecté également, qui nous rejoignent sur l'équipe donc du coup de Bordeaux, donc dans l'équipe du club Power BI. Et justement, on profite de ce sujet-là que je vais vous introduire un petit peu après les news communautaires pour faire une présentation tous ensemble, voilà, tout simplement, et commencer un petit peu à faire des choses avec eux et à leur permettre de pouvoir également partager leurs propres expériences. Voilà, tout simplement. Toujours un site unique, le Club Power BI, clubpowerbi.com, ou sur la page sur laquelle vous allez pouvoir retrouver des accès directs vers nos meet-up, notre page YouTube, et également le forum, très important, puisque vous avez, c'est un espace de discussion qui est ouvert à tous, en français. D'accord, en français. De toute façon, vous êtes tous là a priori pour des discussions en français et en francophone aujourd'hui. Mais voilà, c'est notre petit cadre protégé, notre petit jardin pour qu'on puisse échanger au-delà de toutes les ressources qui peuvent exister de toute façon en anglais pour le reste de la planète, bien évidemment. Voilà. Euh, donc alors, quelques nouveautés sur la mise à jour d'avril. On va rapidement passer là-dessus. Je vais juste vous en présenter 3-4, histoire de voir. Il y a eu petites choses très très sympathiques. Alors, je prends juste le bon Power BI, parce que là, c'est pas le bon. Tac, 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 je crois que c'est... Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là. Alors, hop, hop, hop. Alors déjà, première nouveauté qui est arrivée il n'y a pas si longtemps, c'est le visuel Power Automate. Et ça y est, après Power Apps, maintenant c'est Power Automate qui déboule sur Power BI. Alors, par contre, je l'ai un petit peu cherché. Bah, en fait, j'ai bien fait de le chercher. Alors, j'ai un petit lag, voilà, c'est bon. C'est normal si vous ne l'avez pas trouvé vous non plus. En fait, il n'est pas disponible dans les visuels standards, contrairement au visuel Power Apps pour Power BI qui est là. Bah, faut le prendre en plus. Ah, faut le prendre en plus. Donc ça, c'est la petite, c'est la petite nouveauté. Bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, pour être tout à fait franc avec vous. Donc si vous cherchez Power Automate, petite aparté d'ailleurs,
ils ont amélioré hein, leur outil de recherche dans la barre dans le catalogue de recherche de Visual Power BI, parce qu'avant, bah, si vous rentriez pas les mots-clés en entier, correctement orthographiés, vous ne trouvez rien du tout. C'était un enfer. Là, maintenant, on n'est plus obligé de mettre tous les mots en entier. Ça se passe très bien. Donc, il est là. Bon, je l'ai déjà ajouté, hein, mais il est là. Qui est encore en preview, évidemment. Ça, c'est normal. Et alors, il fait beaucoup plus que ce que je ne pensais personnellement. Alors, je ne vais pas faire toute la démo. On n'est pas là pour faire du Power BI. De toute façon, j'aurais pas le temps. Mais en fait, ce que vous pouvez faire, c'est donc l'ajouter à votre super rapport. Donc là, voilà, j'ai créé juste un petit Power Automate. Alors, ça peut être plus discret que ça, hein, parce que finalement, ça peut plutôt lancer même avec des boutons certaines actions Power Automate. C'est un petit peu ça. Mais en fait, vous pouvez jusqu'à créer des flux. Alors ça, c'est assez top. Alors, jusqu'à un certain point. Dans le sens où, en fait, vous avez une option de modification. Voilà. Option de modification, vous rentrez, si vous reconnaissez un petit peu cet écran-là, alors c'est en train de se charger, c'est comme si vous faisiez un mode focus sur le visuel, c'est pareil. Alors je vais pas tester si de toute façon non, je crois que le bouton de mode focus n'existe pas sur celui-là. Ça doit être pour ça. Et en fait, vous êtes comme en mode focus et alors là, vous avez la possibilité d'avoir un lien avec votre Power Automate desktop. Ah oui, il y a un desktop, hein, comme Power BI. Mais également importer, des flux qui existent, des modèles, des templates et cetera. Donc en fait, on peut même modifier des choses, à l'intérieur directement de Power BI. Alors je suis pas allé jusqu'au bout, je pense qu'il doit y avoir des limitations. Je vais pas non plus faire toute la démo là-dessus, mais je trouve ça super intéressant. Et alors là, pour pouvoir gérer par exemple des petits envois de mails automatiques, des validations, des machins, on a régulièrement cette demande de plus d'interaction, c'est le thème du meet-up d'ailleurs, avec nos rapports Power BI. Bah, ça va également contribuer à en ajouter, donc c'est plutôt sympa. Heu, Autre petite nouveauté, comment dire? Qui a été intégrée il y a déjà quelques mois, je crois que c'est depuis celle de février ou même de décembre 2020, si je dis pas de bêtises, qu'ont été incorporés les petits multiples, je crois en français, les small multiples, en anglais. Ce qui permet de faire alors, je vais aller un peu trop vite en besogne. Ce qui permet en fait, de prendre certains visuels, alors, les line charts, les bar charts, je crois, horizontales, verticales, et en fait, vous avez un nouveau, du coup, là, 4 mois maintenant, un nouveau champ qui est apparu il y a pas si longtemps, qui permet de créer donc des petits multiples. Petits multiples, alors ça rend quoi? En fait, ça permet de segmenter certains visuels. On a tous fait des petits bricolages pour copier-coller nos satanés visuels à 3-4 reprises pour exemplifier, peut-être pour illustrer certains. Bah voilà, là par exemple, j'ai pris un axe d'analyse parce que je veux le faire pour la vision e-commerce, la vision magasin franchise, la vision magasin succursale. On a fait des copies dans tous les sens. Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Les petits multiples permettent de faire ça, où vous pouvez mettre un champ qui vous permet de faire cette segmentation. Alors en fait, maintenant, il y a de plus en plus d'options de customisation. Voilà, c'est ce qui a été rajouté. C'est-à-dire que dans le menu, alors il y en a plusieurs d'ailleurs, je crois, quand vous rajoutez un champ petit multiple, c'est-à-dire que quand il n'y en a pas, normalement, ce menu-là n'existe pas, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a la partie grille et titre qui ne sont plus là. Je vais faire un petit retour arrière. Raté, je crois que je viens de sauvegarder, c'est pas très grave. Alors, roulement de tambour. Voilà, si je reviens, vous avez des menus supplémentaires qui apparaissent quand vous avez le champ, petit multiple qui est renseigné. Encore une fois, ça marche sur plusieurs types de visuels, pas sur tous encore. À un moment, il faut que ce soit aussi logique. Sur une carte, par exemple, c'est pas le cas. Il y a le multiple cards qui sert à ça pour un exemple un petit peu bêta. Et donc là, vous avez le fait de pouvoir changer certains titres et activer le titre des petits multiples, la disposition, etc. Mais pas que, aussi toute la partie disposition où vous avez en fait la possibilité de modifier le type de quadrillage. Enfin voilà, vous avez beaucoup plus la main. C'est-à-dire qu'en fait, quand ils l'ont mise, cette option-là, on pouvait rien faire avec quasiment, dans le sens où si ça matchait pas vraiment exactement comme vous l'aviez en tête, les options de customisation étaient pas légion. Là, c'est le cas. Ils commencent à rajouter, c'est normal, hein, ils testaient le truc. Je crois que c'était d'ailleurs en préversion il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà, les feedbacks, ça sert à ça. Tiens, on pourrait modifier ce truc-là, transparence, les quadrillages, dans quel ordre, quel sens, les couleurs. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Donc continuez à alimenter en feedback, hein, si vous avez déjà testé cette fonctionnalité, n'hésitez pas. Et alors attention,
là, on arrive sur le clou du spectacle des nouveautés, dans ma petite sélection, bien évidemment, les formes. Roulement de tambour, vous l'aviez rêvé, vous faisiez des cauchemars de n'avoir que des cercles et des carrés et des rectangles. Ils ont rajouté d'autres formes. C'est pas génial ça? Donc voilà, on a beaucoup plus de formes maintenant qu'on va pouvoir mettre. Bon, c'est toujours pas la pléthore de formes que vous avez sur la partie PowerPoint notamment, ce qui est d'ailleurs bizarre. Je comprends pas pourquoi ils ajoutent pas la totalité du module, parce que bah, vu tout ce qu'on peut faire, et d'ailleurs on va le voir aujourd'hui, hein, euh, vu tout ce qu'on peut faire en termes de présentation, de design sur Power BI pour faire plus, plus que juste des rapports avec 4 chiffres qui se courent après, mais vraiment des vraies présentations avec une vraie, comment dire, vraiment finalement un PowerPoint drivé par les données, hein. Moi, c'est un petit peu ce que j'ai l'habitude de dire. Bah voilà, on commence à s'y approcher. Et alors, le top du top. Moi, j'en ai ragé hein, de ces trucs-là. Donc, vous voyez là, ces petits écarts là, la forme elle est là, hein, le rectangle il est là, là, et puis bah, l'écart de la zone elle est sur le côté. Là, on ne sait pas pourquoi, il y a un demi-centimètre d'écart. C'est horrible pour pouvoir faire des. Donc, quand j'ai fait ce rapport-là, par exemple, sur les anciennes formes, c'était horrible de pouvoir aligner les trucs avec les images, etc., faire les écarts. Enfin, il y a tout qui se superpose. C'était horrible de chez horrible. Et ça y est, après 5 ans de Power BI, 5 ans et demi, 6 ans maintenant quasiment, 6 ans, 6 ans, 6 ans, est arrivé. Vous avez la possibilité de pouvoir convertir la forme. Ce que j'ai fait ici, ça colle au bord correctement. On va pouvoir aligner le truc correctement. Enfin, c'est pas trop tôt. Bon, je rigole avec ça, mais moi, ça m'a. Dans le genre perte de temps, je pense qu'on en a tous vraiment bien. Comment dire? On s'est bien tiré les cheveux là-dessus. Vous voyez, vous essayez d'aligner les trucs avec notamment une petite carte avec un chiffre. Ça veut pas, il va falloir le faire au millimètre près. Enfin, c'est un enfer. Bah, c'est plus le cas. C'est bon, on va pouvoir garder nos cheveux sur la tête, arrêter de se les arracher, ça va très très bien se passer. Voilà. Bon, voilà, ça c'était pour la petite histoire, les petites choses qui ont bougé, et c'est quand même plutôt sympa pour pouvoir toujours plus personnaliser nos rapports. Et justement, ça va être le thème de la journée, puisque, alors bon, je suis passé au-delà du slide. Ah oui, l'inversion des axes. Je vais quand même en parler 2 petites secondes de ça. Il y a une autre petite nouveauté aussi que je voulais vous montrer sur, j'allais l'oublier celle-là, sur les axes de barres, alors bar chart, line chart, horizontaux, verticaux pour les barres, je crois. On a une petite option au niveau des axes, je crois X, qui nous permet en fait d'inverser les barres pour avoir bah, les moins en haut, les plus en bas, enfin voilà, de pouvoir bouger ça. Bon, c'est des petites options de customisation, mais ça valait le coup d'être noté. Vous voyez, on a vraiment la possibilité d'aller vraiment au plus fin maintenant pour customiser ces visuels. Alors, ça paraît pas grand-chose, mais bah moi, enfin, je sais pas vous, mais j'en avais des demandes de temps en temps de clients ou de personnes, d'utilisateurs qui souhaitaient, bah, mais tiens, on peut pas mettre machin. Alors, on devait régler ça avec des affichages un petit peu moches ou alors à multiplier tout par -1 pour que ça colle correctement sur l'affichage. Bon, bref, il n'y a plus besoin de faire toutes ces bêtises. On a les chiffres normalement, pas besoin de manipuler les chiffres pour de l'affichage, en tout cas sur cette partie-là. Et on a juste la possibilité d'inverser les axes, tout simplement. Voilà. Hop, donc ça c'était la petite démo. Et alors maintenant, donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir, et je vais laisser se présenter un à un, bien évidemment, chacun leur tour, Corentin et Yasuteru qui vont nous parler, avec également moi-même, bien évidemment, de leur manière. On a un thème, leur manière de dynamiser ces rapports, d'améliorer l'expérience utilisateur. Vous allez voir, on a un peu 3 points de vue. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas ce que fait les autres, c'est juste qu'on a préféré faire un focus sur des petites méthodes, des petites astuces, des petites fonctionnalités qu'on va mettre en œuvre bah, devant vous pour vous montrer un petit peu comment on fait nos petites méthodes pour pouvoir dynamiser nos rapports. Et donc, Yasuteru représente Bordeaux aujourd'hui, puisque va permettre un petit peu de faire la première présentation du club Power BI bordelais. Voilà. Corentin, je te laisse la main, donc je te laisse, si tu le souhaites, activer ta caméra et bah, également projeter et récupérer la main sur la présentation. Voilà. Yes, ça marche, vous m'entendez bien? Écoute, très bien, et on te voit dans tes îles tropicales. Voilà, c'est ça. Plus qu'à prendre la main sur la presse et on est bon. Ouais.
C'est tout bon? Et j'ai tout fait en 15 minutes. Marie serait fière de moi si elle était là. Voilà. Je vais mettre Je mon tente. chrono moi aussi. Blague à part, je vois ton écran, c'est à toi. Nice, merci. Alors peut-être du coup déjà pour me présenter, brièvement, du coup moi c'est Corentin, pur produit lyonnais et je suis chez Talent depuis quelques mois. J'ai découvert Power BI maintenant il y a environ 1 an. Donc voilà, je vais pas en dire plus sur moi. Donc aujourd'hui, ouais, dynamiser ses rapports et améliorer l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, en fait, je vais vous présenter différents petits use cases que je trouve intéressants. Je vais d'abord vous présenter la fonctionnalité et après, je vais vous montrer en fait comment vous pouvez faire ça au final assez facilement. Et tout à l'heure, on pourra échanger questions-réponses, que j'ai qu'un écran, donc si quelqu'un veut répondre dans le chat, il peut, mais moi, je vais pas pouvoir être focus Je vais m'en sur occuper les au deux. pire et potentiellement je t'interromprai pour Voilà. s'il y a une petite question. Voilà, t'occupe pas de ça, fais ta présentation. Yes, ça marche. Merci beaucoup. Alors, la première petite fonctionnalité dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la possibilité de laisser l'utilisateur filtrer ses données comme bon lui semble. Donc, je vais d'abord vous présenter cette petite fonctionnalité en la faisant fonctionner et après, on va la faire ensemble. Donc, typiquement, vous avez un visuel. Alors, je vais d'abord juste vous présenter le modèle de données. On a concrètement une chaîne YouTube sur laquelle on a différents indicateurs, donc le nombre de vues, le nombre de partages, le nombre de commentaires, le nombre de likes, etc. Et donc, c'est ça qu'il y a derrière mes données. Donc, vous pouvez retrouver dans ce premier visuel en bas les sources de trafic. Donc, les sources de trafic, c'est la manière dont la personne est arrivée sur la vidéo. Et en Y, les vues. Avec ce petit slicer, vous avez la possibilité de donner la possibilité à l'utilisateur de filtrer ses données. Donc, par exemple, si je vais sur 4, on a filtré selon les 4 plus petites catégories en termes de vues. Si je vais sur le top, on a les 4 plus grandes. Et on peut bien sûr filtrer dans tous les sens. Donc, deux manières de dynamiser le visuel. D'une part, en indiquant le nombre de catégories qu'on a envie de représenter, et d'autre part, l'ordre dans lequel on a envie de les représenter, soit en indiquant les catégories qui ont le plus de vues, soit en indiquant les catégories qui ont le moins de vues. Alors, qu'est-ce qui se cache maintenant derrière tout ça? On a donc 3 principaux éléments. On a donc ce premier petit slicer. Donc tout simplement, c'est une table, si je vous montre, voilà, c'est une petite table que j'ai créée, très facilement, hein, en entrant les données. Vous avez ici un petit slicer qui a été créé en utilisant un paramètre WHATIF de la manière suivante. Donc vous cliquez tout simplement sur WHATIF. Vous lui donnez un nom, un type de données, le minimum, le maximum. Moi, j'avais mis 0 entre 1 et 10 et un incrément de 1. C'est ce qui va permettre à l'utilisateur de filtrer ses données. Maintenant qu'on a ces 2 éléments, il faut qu'on puisse connecter en quelque sorte ces éléments à notre visuel. Et pour ça, on va passer par une mesure DAX, puisque ma présentation est très axée sur la manière de dynamiser avec le DAX. Donc, on va la faire ensemble, cette mesure. Alors, on va cliquer sur Nouvelle mesure. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va créer une mesure pour classer nos données. Puisque comme je vous ai dit, on veut soit les classer dans l'ordre croissant, soit les classer dans l'ordre décroissant du nombre de vues. Donc on a une petite fonction qui s'appelle rankx. On passe un argument de table, donc nous, notre table, c'est celle-ci. Et on va décider de classer nos catégories en fonction du nombre de vues. Donc j'ai une petite mesure qui existe déjà. Hop, je vous la montre juste après, c'est très simple. Et je vais la classer en lui spécifiant l'ordre descendant. Hop, je valide, je vous montre juste la petite mesure rapidement. Hop, c'est juste la somme du nombre de vues. Hop, je retourne dans ma petite truc.
Donc là, comme je vous l'ai dit, c'est bien sympa, mais pour l'instant, je peux trier mes données que dans un sens. Du coup, on va ajouter une structure conditionnelle pour lui dire de trier d'une manière dans le cas où je sélectionne top et une autre manière dans le cas où je sélectionne bottom. Donc, on va faire tout simplement un petit if. Hop, c'est celui-là, bottom top, selected value. Alors, il faut que je me souvienne le nom de la colonne, c'est celle-là. Égale top. Hop. Dans ce cas-là, je trie comme ça. Et si c'est pas top, donc sous-entendu, si c'est bottom qui est sélectionné, hop, je vais vous organiser ça un peu mieux. Hop. Donc, si c'est pas top qui est sélectionné, mais bottom, hop, je prends exactement la même chose, mais je trie dans l'autre ordre. N'hésite pas à faire un petit zoom sur la barre de formule Yes. DAX, comme ça on pourra un peu mieux voir. Maintenant qu'on peut faire, Yes. c'est un petit moment qu'on peut faire des zooms, donc ce sera très bien. Ok. Voilà, parfait. Hop. Ok, donc là, on a notre première mesure rank et maintenant, on va donc créer la véritable mesure qu'on va implémenter dans ce visuel. Donc, à nouveau, une nouvelle mesure. On va appeler filter, par exemple. On va faire appel aux variables qui nous permettent en fait de stocker un résultat, pour ceux qui connaissent. Donc, le résultat que je vais stocker, c'est tout simplement la valeur du paramètre whatif. Donc, j'utilise à nouveau un selected value. Alors, mon paramètre whatif, c'est celui-là. Hop. Et je vais retourner mon nombre de vues trafic. Hop. En lui spécifiant un filtre. Et c'est là où on va justement appliquer ou qu'on va utiliser la fonction, la mesure rank qu'on a utilisée juste avant. Donc, je reprends mon petit tableau de tout à l'heure et je vais lui dire que je veux que mon selected que j'ai défini juste au-dessus soit supérieur ou égal à ma mesure rank. Je rajoute également une deuxième condition qui est particulière à mon jeu de données, c'est-à-dire que dans ma colonne Traffic Source Group, j'ai plusieurs fois chacune des sources qui est répétée. Donc, j'ai besoin de faire un petit distinct sur cette colonne. Hop. Hop là. On va avoir maintenant, c'est le moment fatidique pour voir si ça fonctionne. Hop. Je change ma mesure. Je l'ai appelé filter. Alors, voilà, ça semble pas mal. On va essayer dans le bottom. Hop, voilà, nickel. Là, vous voyez que par exemple, les deux plus grosses ont été filtrées. Donc voilà pour le la première petite fonctionnalité que j'avais envie de vous montrer. Une deuxième fonctionnalité qui peut ressembler un petit peu. On a exactement les mêmes éléments en haut, le bottom, le top et la possibilité de donner à l'utilisateur l'envie de filtrer ses données. Mais cette fois-ci, ce n'est pas justement filtrer ses données, mais c'est highlighter ses données. Donc, par exemple, hop, je vais enlever ça. Je vous remets ça. Voilà. Donc là, par exemple, l'utilisateur a décidé de highlighter les 4 plus petites valeurs. Si on fait dans l'autre sens, on highlight les 7 plus grandes valeurs. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière tout ça? On a tout d'abord, comme tout à l'heure,
la mesure rank qu'on ne va pas refaire parce que c'est exactement la même. Et on a une autre mesure qu'on va donc créer ensemble, qui sera assez simple, vous allez voir. Hop, on va mettre highlight. Comme tout à l'heure, on fait appel à une variable dans laquelle on va à nouveau stocker le résultat du slicer top n. Donc selected value de top n, hop, on retourne, hop, et cette fois-ci, on va utiliser une structure conditionnelle, à nouveau en faisant appel à notre variable et en la comparant au rang. Dans un premier cas, si la valeur de notre paramètre est plus grand que le nombre de rangs, alors on va par exemple dire qu'on veut du rouge. Et si ce n'est pas le cas, on va dire qu'on veut du bleu. Hop. Par la suite, pour justement voir ces couleurs arriver sur ce graphique, il suffit d'aller dans le petit pinceau. Je t'enlève. Ou tu mets le blue, je pense. D'aller dans le petit pinceau couleur des données et vous avez la possibilité d'utiliser un champ pour mettre en forme la couleur de vos données. Donc, nous, on a utilisé highlight que je viens de créer. Hop là. Et vous voyez, automatiquement, du coup, on a mis à jour la couleur des données. À nouveau, si vous highlightez, on a notre visuel qui est mis en place. Vous avez aussi la possibilité, au cas où, pour les gens qui ne savent pas, de mettre des codes hexadécimaux à la place de mettre des couleurs directement comme j'ai pu le faire. Troisième petite fonctionnalité, c'est de dynamiser l'axe des Y. Alors, quand je dis dynamiser l'axe des Y, concrètement, c'est de laisser la possibilité à l'utilisateur de modifier dynamiquement l'axe des Y. Donc là, on va se concentrer sur le visuel de gauche. Donc on a un slicer qui est issu d'une table, donc un peu comme tout à l'heure. Si je vous montre rapidement, ça ressemble à ça. Donc très simple. Et on a un visuel qui va avoir en X le nombre de vues et en Y, justement, en fonction de ce qu'on va sélectionner, on va avoir une mesure différente. Vous voyez, là, je mets le nombre de dislikes, la durée de la vidéo, le nombre de likes, le partage, le nombre d'abonnés. Alors, toujours de la même manière, comment est-ce qu'on fait ça? On fait ça grâce à une mesure. Donc, on va créer une nouvelle mesure. Qu'on va appeler dynamique Y, en espérant que je ne l'ai pas déjà utilisé. Et on va utiliser une petite fonction que je pense pas mal d'entre vous connaissent, qui est la fonction switch, qui en fait fonctionne de la même manière que le if, mais de manière beaucoup plus simple et facilement, on peut facilement l'écrire. Donc le premier argument qu'on va utiliser, on va commencer par une variable plutôt. Hop. On va, comme tout à l'heure, on récupère la valeur de notre table. Donc, il me semble que c'est selected value. Alors, la table axis, ça doit être celle-là. Je vérifie rapidement. Ouais, c'est celle-là. C'est bon. Comme tout à l'heure, on fait un petit return. Et cette fois-ci, on va utiliser un switch en passant notre variable et en lui disant si la variable est égale à likes, par exemple, dans ce cas, tu me fais
ce calcul. Dans ce calcul, c'est un peu comme tout à l'heure, c'est uniquement la somme du nombre de likes. Donc, il n'y a rien de très, très compliqué là-dedans. On continue avec une deuxième condition. Par exemple, si le selected est égal à share, alors, voilà. Si c'est subscriber, alors, subscriber, vous avez compris le principe. Si c'est duration, alors duration. Si c'est dislike, alors dislike. Et si c'est positive, percentage of positive comments. Hop, on est pas mal normalement. OK. Et ensuite, il suffit de remplacer votre axe Y avec notre nouvelle mesure. Hop. Et dynamiquement, vous pouvez changer votre axe Y. Petit point bloquant dans Power BI, c'est que vous avez pu voir que j'ai aussi utilisé une mesure pourcentage de positive comments, qui est une mesure de type pourcentage. Et lorsque justement je clique dessus, on a, comme vous voyez, un petit souci d'échelle qu'on ne peut pas encore directement régler dans Power BI. Et c'est pour ça qu'on a ce deuxième petit truc que vous voyez juste à droite, qui fait intervenir ce que certains ont déjà pu voir beaucoup dans le club Power BI avec les groupes de calcul à l'aide de Tabular Editor. Donc, il ne s'agit pas de faire un cours sur Tabular Editor et sur les groupes de calcul, mais je vais vous montrer très brièvement comment faire. Et ensuite, je vous montrerai la dernière fonctionnalité dans laquelle je vais peut-être juste vous la montrer parce que je n'ai pas envie de déborder plus que ça. Du coup, dans les outils externes, si vous avez téléchargé Tabular Editor, vous avez Tabular Editor. Vous l'ouvrez. Vous avez la possibilité de créer un groupe de calcul. Je crois que tu as partagé que l'écran Power BI, Yes, Corentin. ça marche. Ok, j'en étais sûr. Alors, hop, et j'ai repartagé. C'est mieux, non? Beaucoup. Donc, je clique droit sur. Là, vous voyez tout votre modèle de données avec toutes vos tables. Faites un petit clic droit sur la table. Créer New Calculation Group. Donc là, je viens juste de le créer. Et à l'intérieur de cette table, vous allez créer des items. Donc, vous créez un nouveau clic droit, Create New, Create Item. Et on a likes et pourcentage of positive comments. On va juste faire le graphique de droite et on ne va pas refaire toutes les mesures. Dans les deux cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement utiliser la fonction selected mesure. Donc, hop, dans les deux cas. Mais dans le cas du positive comments, on a une petite fonctionnalité format string expression qui vous permet justement de combler le problème qu'on a eu juste auparavant. Donc en lui indiquant le format de données. Ensuite, donc vous sauvegardez, vous appliquez la modification dans votre Power BI et c'est magique. Cette fois-ci, quand on switch entre likes et positive comments, on a l'échelle qui est modifiée. Voilà, alors comme j'ai plus beaucoup de temps, je vais juste vous montrer la dernière petite fonctionnalité qui vraiment est top et de toute façon, je vais vous partager le rapport après, donc il n'y a pas de souci. C'est que en général, lorsque vous avez plusieurs champs de date, plusieurs granularités de date, vous avez cette petite fonctionnalité de drill down qui s'affiche automatiquement. Donc vous pouvez aller en dessous, vous pouvez revenir, etc. Enfin, vous avez tout un tas de choses qui est possible, mais c'est pas très user friendly. Et moi, j'ai beaucoup de retours de clients qui comprennent pas comment ça marche parce qu'il y a plusieurs flèches du bas. Enfin, c'est un peu compliqué pour eux. Et c'est vrai que dans un premier temps, c'est pas évident de savoir comment ça fonctionne.
Donc, vous avez la possibilité en fait de créer ça de manière dynamique. Donc là, par exemple, j'ai exactement le même graphique. Si je pars j'ai exactement le même graphique. Et à l'aide de ce petit slicer, en fait, vous pouvez descendre dans la granularité de manière dynamique. Donc les mois, les années, les jours. Et encore plus fort, en sélectionnant ce petit dynamique qui est super sympa, lorsque vous bougez ce slicer, le visuel va automatiquement comprendre qu'à partir d'un moment, il faut passer à la vue mois. Si je reste en haut, je suis à la vue année. À partir d'un certain moment, je crois que je lui ai dit à partir du moment où la différence entre la date du début et la date de fin est inférieure à 400 jours, alors tu me passes Are en you? mode mois. Yes, I just see your message. Yes, I just. No problem. Merci. Et à nouveau, si vous filtrez encore à une granularité plus faible, vous avez votre axe X qui apparaît en termes de jours. Donc voilà, je vous remercie. Et je vous partagerai le moyen de faire ça. Ouais, justement, c'est ce que était demandé. Ce qui était demandé, c'était justement si tu partageais le fichier Yes, à un moment ou à un autre. Bah, du coup, voilà, très bien. Donc, on verra pour ça. Ok, bah super. Du coup, si tu devais juste résumer, c'est quoi finalement la fonction que tu utilises le plus pour faire tout ça? Je pense qu'il y en a une que tu as utilisée quasiment à toutes les sauces, bizarrement. Enfin, non, pas bizarrement, hein, c'est Non, normal. pas nécessairement, parce que à moins que tu penses au Ah bah, le switch. selected value. Ah, le selected value, Ah ouais, je non, pensais mais que le tu pensais selected aussi. value, bah oui. Mais Le ça, c'est selected value, il est de partout, oui. bah voilà, c'est un peu ça qui, enfin voilà, si vous deviez avoir un peu la pierre angulaire de tout ça pour gérer des affichages, c'est vrai qu'après il y a tout ce qu'il y a autour, hein, et c'est exactement ce qu'on a tendance à faire, à mettre pas mal de petites mesures pour enrober tout ça et dynamiser l'affichage. C'est vrai que ça gravite tout le temps autour de selected value justement. Quelle est la valeur sélectionnée dans le contexte d'une colonne, d'un filtre, quelque chose comme ça. Très bien, bah super, merci beaucoup. Merci à toi. Merci Corentin. Bah écoute, Yas, je te propose de prendre la main si tu es oui, tu es toujours là, très bien. Encore une fois, pareil, tu peux mettre ta caméra si tu le souhaites, c'est pas obligatoire, et nous présenter ton écran. Et Ouais, je évidemment, fais ça de ne pas suite. oublier de te présenter aussi un petit peu, comme ça, Ça marche. les gens vont apprendre à vous connaître, hein. Est-ce que vous voyez mon écran? Alors, oui, on voit ton écran. Très bien. Mais, pour ceux qui ne me connaissent pas, Yasutero Kashu, donc je suis consultant chez Telio. Je fais du Power BI depuis pas mal de temps, je dirais 2015-2016, quelque chose comme ça. Et du coup, avec les copains Gaël et Christophe, on est sur les starting blocks pour commencer le club Power BI de Bordeaux. Et on était tellement impatients qu'on s'est dit, bon, ben, avec les autres animateurs des autres clubs, ce serait cool qu'on puisse participer, qu'on puisse un petit peu s'incruster dans les différents meet-up. Et du coup, j'ai reçu une petite invitation de Thomas et de Marie qui m'ont dit, bon, ben, écoute, on fait un petit truc sur comment dynamiser les rapports. Et ben, moi, j'ai eu un cas récemment qui pouvait s'inscrire un petit peu dans ce sujet-là. Celui que je vais vous expliquer, c'est masquer dynamiquement certaines pages. Je vous fais une petite mise en contexte. Je suis avec un client. Donc, je suis avec un client. Le client adore Power BI. On a travaillé ensemble sur de super rapports. Mais à la fin, il me dit franchement, c'est très cool Power BI. Mais est-ce que ce serait pas possible si en fait j'ai une deuxième page qui pourrait être accessible qu'à genre les directeurs, mais que ce soit caché aux autres personnes? Et moi, jusqu'à il y a quelques années, enfin jusqu'à l'année dernière d'ailleurs, je lui disais quelque chose comme ça. Bon, alors oui, à l'époque j'avais les cheveux longs. Et je lui disais, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Parce que bon, autant sélectionner les données, filtrer les données
je savais faire hein, avec de la RLS. Autant cacher un onglet de manière dynamique en fonction de l'utilisateur, c'était plus complexe. Mais l'année dernière, il y a eu quelque chose qui est arrivé. Est-ce que c'est possible? Oui, depuis mai 2020. Alors, il y a un monsieur qui s'appelle Gilbert Quevauvilliers, qui, comme son nom ne l'indique pas du tout, est australien, qui a un super blog que je vous conseille, qui s'appelle Formoo, dans lequel il explique qu'avec une petite combinaison de Row Level Security, donc de RLS, et de format conditionnel, on a cette possibilité de pouvoir masquer dynamiquement en fonction de l'utilisateur des pages d'un rapport. Bien, alors maintenant qu'on a vu ça, je vais vous présenter un petit peu donc, le cas sur lequel on va travailler. On va avoir donc, un rapport Power BI avec 3 pages. Une page qu'on va appeler Homepage, qui va être pour tout le monde. Une qui va être une page de magasin et une qui va être une page de produit. Alors, dans notre cas, moi, je vais être le dev. Et je vais pouvoir avoir accès à tout, forcément. Donc, à ma page Homepage, à ma page Products et ma page Stores. Ensuite, on va avoir Corentin. Corentin, il est directeur produit. Donc, lui, forcément, je vais lui donner accès à Homepage et Products. Et enfin, on va avoir Thomas, qui est directeur de magasin et qui, lui, va avoir accès à la homepage et aux stores. Ben, on y va, on se lance. On va se mettre sur mon petit Power BI. Oui, donc du coup, vous voyez que c'est pas Lyon. Hein, voilà. Un petit peu de chauvinisme. Pas La première étape, ça va être de définir une navigation par filtre et bouton. Comment on va faire ça? C'est assez simple et ça, donc c'est la fameuse fonctionnalité qui est arrivée en mai de l'année dernière. C'est qu'en fait, on va se créer une petite table avec, ici, vous voyez mes 3 noms d'onglets, donc avec mes produits et mes magasins. Et là, la première chose que je vais faire, c'est de me créer donc une table avec le nom de ces pages. On y va. J'entre les données. Alors, je vais appeler page. Et je vais les nommer exactement de la même manière que mes onglets. Donc, je ne tape pas dedans. Et cette table navigation. Le point le plus critique est de ne pas faire de faute d'orthographe, d'ailleurs. Exactement. Donc, il va me créer ma petite table. On va dire petit réflexe que j'ai, c'est que quand à chaque fois je vais créer une petite table comme ça, je vais vérifier qu'il ne m'a pas créé des liens alambiqués à l'intérieur de mon modèle. Alors, hop, je grossis un peu, c'est bon. Hop, ma table de navigation, elle est vierge de toute jointure. Maintenant, je vais créer un petit segment dans lequel je vais remplir, enfin, je vais faire glisser cette table, enfin, c'est mon champ page. Je vais en faire une petite liste déroulante et on va mettre une commande de sélection simple, histoire qu'on ne sélectionne pas avec plusieurs pages. Donc ok, j'ai Homepage, Product et Store. La seconde étape, ça va être de créer un petit bouton. Ça vous va, une flèche droite, ça ira très bien. Dans laquelle on va lui mettre une petite action de navigation entre les pages. Et là, on voit qu'on a la possibilité de pouvoir le mettre à la mano.
mais on va avoir le petit bouton FX qui va nous dire de se baser sur un des champs. Je vais lui dire de se baser sur ma table de navigation et mon champ page. De cette manière, on a une première navigation qui peut être faite via ce bouton. Ok, c'est pas mal. Maintenant, ce qu'on va faire, alors un petit réflexe qu'il faut avoir quand on commence à partir sur ce type de navigation, c'est que ça, il faut le retrouver partout. Parce que sinon, il va arriver l'utilisateur final va arriver sur une page, mais il ne pourra pas revenir. Ce serait bien dommage. Je vais faire mes petits copier-coller. On va synchroniser les segments. Pareil ici. OK. Alors, ta Donc, connexion est un j'ai petit mes peu différents saccadée, juste pour ceux qui n'ont pas, je pense, pas vu toutes les actions qui ont été faites. C'est juste que tu as quelques images, quelques frames qui partent. D'accord. C'est juste copier-coller. En fait, normalement, vous Tout à avez fait. une petite, comme on a pu le voir à la fin d'ailleurs, une petite fenêtre qui vous propose de synchroniser les segments pour qu'ils soient synchronisés d'une page à l'autre. Et il l'a fait au fur et à mesure pour que ce soit partout pareil, hein, juste pour recoller les morceaux si certains l'avaient raté. Merci Thomas. Voilà, donc là, en fait, on a défini donc, cette petite navigation. Donc de cette manière-là, on peut naviguer entre nos différentes pages sans passer, du coup, par le clic au niveau des onglets. C'est une bonne chose. Du coup, ce qu'il faut faire pour éviter de perdre un petit peu l'utilisateur final sur différents moyens de naviguer, je vais désactiver la navigation par feuille en masquant les pages. Bon, très bien. Maintenant, comment on veut faire pour restreindre un petit peu donc, cette navigation? Donc, quelque part, c'est ce filtre-là hein, qu'on va restreindre en fonction de l'utilisateur final. Eh bien, on va utiliser l'ARLS. L'ARLS, alors on en a parlé à peu près 1000 fois dans les meet-up Power BI, du club Power BI. Du coup, je vous renvoie des vidéos précédentes. Je ne vais pas l'aborder en détail, mais on va s'en servir en tout cas pour pouvoir définir les différents rôles et créer, on va dire filtrer notre table que l'on a créée grâce à l'ARLS. Mais je vais me refaire une petite table, d'accord, dans lequel je vais me rentrer deux champs. D'un côté, je vais avoir les utilisateurs, et de l'autre, je vais avoir les pages qu'ils vont pouvoir voir. Alors, je vais l'appeler user. Ici, on va mettre les emails, et là, on va mettre les pages. Je vais commencer par moi. Hop. Attention, tu as raté une tabulation, je crois. Je crois qu'il n'y a pas ta colonne user. J'ai mis email. Mais, ah d'accord, non, tu as la changé table de nom. user. Autant pour moi, Ouais, excuse-moi. J'ai cru que tu avais supprimé ta et donc, moi, je vais vouloir avoir accès à homepage, à products et à stores. Ensuite, on va avoir Corentin. Qui, lui, va avoir accès à homepage et à products. Et enfin, on va avoir Monsieur Thomas. Va avoir accès à l'homepage et au magasin. Jusque là, ça va? Pas trop complexe? Donc bien faire attention encore une fois à la manière dont enfin à la casse, à tout ça, hop, je vois navigation et je vois ma table user.
Bon, c'est pas mal, sauf que, vu qu'il m'a fait le lien, pas de chance, en fait, il me l'a fait dans l'autre sens. C'est-à-dire, ici, en fait, sur la RLS, on va vraiment partir de l'email de l'utilisateur qui va venir filtrer notre navigation. Donc, on va vouloir le faire dans l'autre sens, et du coup, on va créer une relation de plusieurs à plusieurs. Et le sens de filtrage sera donc de notre table des utilisateurs vers la navigation. Alors, quand on est dans un modèle d'entreprise, vous avez normalement vos tables d'utilisateurs et vous avez la possibilité du coup de pouvoir créer vos propres tables avec les différents utilisateurs. Vous n'allez pas le rentrer naturellement à la main comme moi je viens de le faire. Maintenant qu'on a ça, eh bien, on va se faire un petit rôle. J'en avais créé un. Ok, mais il est vide. Dans lequel on va se mettre notre email et on va utiliser notre petite formule magique user principal name qui va faire qu'on va récupérer l'email de l'utilisateur qui sera connecté. Une fois que ce rôle est créé, on peut à présent tester nos rôles. Alors, je vais mettre comme... Alors, je ne vais pas faire de bêtises. On va d'abord, pour se faire un petit test, on se remet sur la home page. Je vais me mettre en tant que Corentin. Et normalement, si je ne me suis pas planté... Ah, mince. Alors, j'ai dû aller un petit peu vite sur le nom des pages. On va voir avec Thomas. On va revenir. Alors, là, en fait, comme ton écran est assez, comment dire, ton écran est assez plat, il y a un petit peu de pixelisation, mais bon, on arrive à peu près à voir normalement. Là, en fait, donc là, on voit bien. C'est sur la table produit. C'est sur la table je- produit que j'ai dû. Jean, je crois que c'est peut-être mon nom de famille. Je crois que tu as ajouté une lettre en plus. Ah, d'accord. Mais je suis pas sûr, parce qu'avec les pixels, je suis pas sûr. Ok. Tac. Je vais revenir. Parce que pour le coup, non, c'est pas possible de zoomer. Enfin, sauf si tu as un outil pour zoomer sur un écran, mais c'est pas possible de zoomer du coup, sinon sur la page. En fait, ouais, comme Ça doit être ça. il y a une petite saccade et un petit saccade de la comment dire, de la connexion. Est-ce que tu peux revenir au niveau des manipulations? Alors, j'ai pas bien vu où est-ce que ouais, zoom it. J'ai pas vu où est-ce que ça avait un peu plus ralenti. Moi, c'était à peu près correct. Ah oui, tu l'as appelé Core Ocelette. Je crois que Ou alors, il y a le E de trop. Il y a un E de trop. Il y a un E de trop. C'est Voilà. lequel? C'est le CORCE. Très bien. Voilà. Mais je crois c'est pareil. que tu avais aussi La deuxième fois, j'ai bien cet écrit. orthographe. Ouais, ah, vas-y alors, on va essayer. Voilà. Yep. Et bon. Hop, on va pouvoir arrêter l'affichage Ouais, ici. Juste va pas trop vite dans les clics que ça aille correctement. Donc là en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il impersonnifie un rôle comme si il utilisait un rôle de sécurité, comment dire, pour dire bah voilà, je suis comme si j'étais tel ou tel user. Là, juste pour revenir là-dessus, parce que c'est peut-être là où je pense que des gens ont été un petit peu perdus. Là, en fait, ça permet de créer un rôle qui filtre la table user pour dire que l'email, la règle en fait, le booléen, le test true-false, c'est est-ce que l'email est égal au user principal name. C'est une fonction DAX qui permet de renvoyer le username avec le arrobas, donc l'adresse mail entière, excusez-moi. Donc voilà, donc ça permet de dire en fait, bah, si moi j'arrive, donc là en tant que Thomas Desgeorges, bah, en fait il va récupérer mon email. Ça c'est la fonction user principal name qui va faire ça. Et après, bah, comme Yas a créé une table
où il y a la liste des emails avec les valeurs qui sont associées, finalement, les valeurs auxquelles on est à droit. En fait, ça va dire, bah, moi, en fait, j'ai le droit qu'à voir 2 valeurs, alors que Corentin va voir 2 autres. Enfin, moi, j'ai le droit de voir homepage et je crois que tu m'as donné quoi? Tu m'as donné store, pendant que Corentin va voir product et homepage. Voilà. Donc, c'est ce qui va permettre de faire le switch parce que finalement, dans la liste déroulante, au lieu de voir 3 valeurs, ce que va voir Yas, puisque lui, il est administrateur et qu'il va voir la liste des 3 valeurs totales, nous, on va en voir que 2. C'est très, très pratique d'ailleurs. Je connaissais pas, tu vois, j'y avais pas pensé. C'est des choses qu'on connaît, hein, mais j'avais pas pensé à le faire ça comme ça. C'est vraiment pas mal. En soi, c'est assez simple, mais il faut juste penser à un combo de 2 fonctionnalités Ouais. qui permet au final de répondre à des problématiques. Non, c'est top, hein. C'est vraiment top. Ouais, effectivement. Bah, moi, j'ai appris quelque chose. Je sais pas vous, les autres, mais j'ai appris quelque chose parce que clairement, j'avais pas. C'est des choses, voilà, ça c'est l'avantage de Power BI. C'est que vous avez plein de petites fonctionnalités qui unitairement payent peut-être pas de mine, ou alors on se dit bon bah c'est le cas classique pour les utiliser. Et en les utilisant, c'est pas correctement, c'est juste en utilisant les bonnes ensemble, on arrive à faire des choses nouvelles finalement. Alors tu as une question, ce principe pourrait aussi s'appliquer pour un autre fil de façon à customiser le rapport, quoi. En direct, customiser le rapport peut-être? Pardon, customiser le rapport en direct, gérer une vision produit, magasin qui afficherait différents slides. Alors, bah, ouais, effectivement, on peut le faire avec des signés aussi. Faudrait le tester, C'est vrai oui. que, bah, en fait, disons que si tu l'as fait avec les pages, en fait, tu peux le faire avec les signés également. Je pense que on doit pouvoir faire ça. Peut-être pas jusque-là, mais plutôt pas mal, ouais. Qui me permet d'avoir une. Alors, il y a quelqu'un qui dit que il le fait plutôt avec plusieurs rapports, ce qui permet d'avoir une vision avec des sous-catégories, des drill down. Parce que là, est-ce que je peux donner des accès seulement à certains rapports de l'application? Alors, Ah oui, donc avec des URL éventuellement ouais. dynamiques. Ça pourrait. Ouais, mais non, parce que tu gères comment les droits d'accès? C'est pas évident parce que en fait, dans tous les cas, il faut quand même gérer le fait que vous partagez des rapports à des personnes nominativement, donc potentiellement avec des groupes d'utilisateurs. Mais en fait, autant vous pouvez créer un rapport qui vous envoie vers les différents liens avec ce genre de choses, autant dans l'application, on peut pas faire. Enfin, dans l'application Power BI qui contient plusieurs rapports, on peut pas créer du DAX pour gérer les rapports. Là, on crée du DAX parce qu'on est dans Power BI, on est dans un rapport où il y a plusieurs pages, mais dans une application, on peut pas faire la même chose. C'est pas, on n'ouvre pas une application via le desktop. On ouvre une application via le Power BI Service, mais on peut pas faire de DAX dans le Power BI Service. Alors c'est vrai que après c'est vrai qu'il manque encore des petites choses pour customiser vraiment parfaitement les droits d'accès aux items dans le service. Là, c'est aux items dans une page. Déjà, c'est super qu'on puisse faire ça et ça ouvre pas mal de perspectives. Je sais pas ce qu'en pensent les autres, mais c'est vraiment pas mal. Les signés, pardon, c'est les bookmarks. Excusez-moi, l'habitude de l'avoir en anglais. Bah non, justement, c'est le terme français, je suis bête. Les signés, c'est les bookmarks en anglais, du coup, excusez-moi. Est-ce que j'en parlerai un petit peu? Si, j'en parlerai un peu. Bah voilà, la transition sera toute trouvée. Je sais pas si tu avais d'autres choses à nous faire partager également, Yas? Non, c'était tout pour moi. C'était vraiment une fonctionnalité que j'ai eu vraiment le cas assez récemment. Donc Ah ouais, non, mais c'est voilà, top, je hein. voulais vous le Le use partager. case, c'est vraiment top, hein. Enfin, effectivement, je trouve ça vraiment sympa. Donc vous avez vu. Merci beaucoup. Ouais. Bah merci à toi, Dans Yas. l'antenne. Merci beaucoup pour la présentation. Donc vous avez vu RLS, chargement de données et affichage de comment dire, et boutons sur des conditions sur mince ça y est du conditional formatting finalement avec Dynamics. Et ben on peut faire plein de trucs. On peut faire plein de trucs. Donc, c'est vraiment top. Alors bah, ça va être à moi de clôturer cette partie-là. Du coup, alors, hop, je remets juste un peu ça comme ça. Ok.
Alors pour ma part, bon, c'est vrai que je ne sais pas si je m'étais présenté tout à l'heure, bon, c'est pas très grave. Donc Thomas Desgeorges, je suis chez Kerus Tech Lead, donc de la partie BI Analytics chez Kerus du coup. Et du coup là, je voulais changer un petit peu d'angle d'attaque. C'est-à-dire, personnellement, je fais beaucoup aussi de DAX. Alors pas comme ça, hein, enfin pas sur la partie que faisait Yas, puisque j'ai appris quelque chose également. Alors, ça va pas être exactement ça. Je lis, oui, donnons la main aux utilisateurs, formons-les à créer leur rapport. Alors, je vais même pas parler de formation. Justement, je vais vous montrer 2-3 éléments, mais fonctionnalités sur lesquelles il faut les former, effectivement, ces utilisateurs, pour leur donner un petit peu plus la main. Et du coup, le but, voilà, l'angle, ça va être de dire, alors ouais, il y a du DAX, évidemment, pour de l'affichage conditionnel sur une page, je pense pas qu'il y ait mieux. On pallie à pas mal de petits problèmes avec ça. Donc ça, c'était un petit peu la présentation de Corentin. Il y a également d'autres petites astuces avec des boutons, avec la gestion des pages, de la RLS. On peut faire beaucoup de choses également par rapport à ça. Et voilà, comme je le disais, j'ai aussi appris quelque chose, donc ça, c'est top. Et moi, en fait, je voulais vous montrer, alors, en fait, 2 choses, un peu 2 petits use cases, voilà, sur comment donner finalement un rapport un peu tout fait aux utilisateurs, mais qui puissent après s'en servir pour faire d'autres choses avec. Voilà, c'est un petit peu le cas d'usage pour lui donner un petit peu plus la possibilité de faire des choses, mais que ça a été configuré en amont par des devs, entre guillemets, ou en tout cas par des utilisateurs un peu plus avertis et des key users. Alors, le premier cas d'usage, je me suis intéressé aux templates. Très honnêtement, j'en utilisais quasiment pas. J'en utilise quasiment pas. Et justement, alors il y a aussi un petit peu de RLS, même si je ne veux pas faire la démo avec la RLS, j'ai suffisamment de choses à vous montrer. Mais justement, je voulais un petit peu creuser ce qu'on pouvait faire avec les templates. Effectivement, comme l'a dit Nicolas, RLS, c'est Row Level Security. C'est ce qui permet de faire de la sécurité au niveau ligne, comme on a pu le voir juste avant avec Yas, qui permettait justement de dire, bah voilà, quand j'ai une liste de conditions, de rôles, je vais pouvoir, avec des conditions, justement, des rôles qui sont avec des conditions, je vais pouvoir dire, bah, en fait, oui ou non, est-ce que j'ai le droit de voir ces lignes-là? Finalement, c'est aussi simple que ça. C'est des conditions, comme si vous mettiez des 1 et des 0, donc des booléens, des vrais ou faux, des true ou false, sur chacune des lignes d'une table ou de plusieurs. Vous pouvez mettre plusieurs conditions pour dire, bah, est-ce que moi, je dois voir, par exemple, j'ai une table avec tous mes produits de tous mes magasins d'Europe, bah, je peux créer un rôle par pays, par exemple. Voilà. Donc, je peux dire, bah, il y a le rôle France, il y a le rôle Allemagne, etc. Et je peux faire en sorte que les gens, en fait, on ne filtre les données que par rapport à ces rôles-là, à ces règles-là plutôt. Et je vais vous montrer un petit peu du Live Connection. Pourquoi? Parce qu'en fait, alors, comment ça se passe sur un template? D'abord, on va faire ça dans l'ordre. Si je prends mon super rapport qui n'est pas là, qui est ici, voilà. Hop, je peux créer un rapport. Ah, excusez-moi, c'est la page en entier d'abord. Non, il veut pas? Ah, il veut pas. Ah oui, il veut vraiment pas en plus. D'accord. Alors attendez. On va pas se laisser faire. Ah oui, non, mais jusqu'au bout en fait. Bon, c'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer l'export là-dessus. Donc en fait, quand j'ai un rapport Power BI, je peux en fait exporter le rapport sous un autre format que le format PBIX. Vous voyez, on a des formats PBIX normalement quand on enregistre un rapport sur le desktop. Donc ça, c'est la partie dev, hein, attention. Mais en fait, je peux l'exporter. Alors oui, je peux l'exporter en PDF, mais c'est pas mon point aujourd'hui. Je peux l'exporter en modèle Power BI. Bon. Donc c'est une autre manière d'enregistrer son modèle. Et en fait, quand on enregistre son modèle, on peut lui donner une description, meetup, hop, et l'enregistrer avec un petit nom. Bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout, j'en ai déjà préparé, bien évidemment. Et en fait, ça va vous enregistrer vos fichiers sous un autre format là, je vois pas l'extension. Je crois que je vois l'extension quand je vous montre. Ah, non plus. Alors attendez. Hop. Donc plutôt que d'afficher des PBIX, ça va être des PBIT. T pour template, bien évidemment. C'est pas exactement la même icône, c'est pas la même extension et ça va enregistrer sous un autre format des rapports. Alors, j'ai testé 2 trucs.
Donc bon, je ne vais pas aller jusqu'au bout sur l'enregistrement de celui-là, c'était juste pour vous montrer comment on faisait. Raté, c'est celui-là, vous l'enlevez. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand je fais ça, sur un rapport en entier, hein, que j'ai fait avec, Power Query, avec tous mes sources, tout ça, en fait, il y a un problème. Il y a un problème parce que, alors moi j'ai découvert ça, hein, il y a pas si longtemps que ça, donc je suis en train de l'ouvrir à mon PBIT. En fait, vous allez, quand vous exportez votre rapport sous la format template, vous gardez les paramètres qu'il y a dedans. Alors je ne sais pas si vous avez utilisé beaucoup de paramètres, dans vos requêtes. Moi personnellement, j'ai l'habitude et je conseille ça quand je forme des personnes dans les bonnes pratiques, de variabiliser, de créer des paramètres pour stocker par exemple les dossiers dans lesquels vous allez, stocker vos fichiers sources. Alors par contre, j'espère juste que je vais pouvoir bouger l'écran parce que là, OK, ça l'a ouvert sur l'autre écran, mais c'est pas grave. En fait, je suis en train d'ouvrir, donc j'ai un Power BI vierge sur l'autre écran, mais ça m'a ouvert une petite fenêtre comme celle-là, où en fait, moi j'ai mes fameux, donc là c'est la description, hein, que tout à l'heure j'ai mis Meetup, là j'ai mis test 1, où en fait j'ai les paramètres qui servent donc dans, la partie requête. C'est-à-dire qu'en fait j'ai un folder name, en fait c'est là où sont, mes, sources de mes fichiers, donc c'est le sous-dossier, c'est le chemin d'accès de mon dossier où il y a toutes mes sources. Et en plus, en fait, j'ai voulu créer un espèce de truc sur les régions pour gérer, en fait, pour dire, en fait, la personne va voir que, la région France, la région, Allemagne, Espagne et cetera. Créer finalement une liste qui permet de filtrer mon jeu de données pour dire, en fait, l'utilisateur, quand il va l'ouvrir, il va importer tout ça. Ça va être le problème. C'est que là, il a le choix. Il y a 2 problèmes, en fait. De un, il a le choix. C'est-à-dire que s'il est censé avoir que les données de France, il va voir le reste des données ici parce que là, on ne peut pas appliquer la RLS. Donc ça, c'est un problème. Et alors l'autre petit truc, c'est que moi, comme j'ai l'habitude de tout variabiliser, en fait, il y a une liste, hein, derrière, vous voyez, normalement, il y a une liste déroulante ici. Là, je peux pas. Et en fait, je peux pas accéder à la liste déroulante pour une raison toute bête, c'est qu'elle dépend de mon nom de variable au-dessus. Donc en fait, ça charge pas la liste. Bon, je sais pas si vous avez, suivi jusque-là, mais en fait, comme ma liste, a besoin de la valeur du paramètre ici pour savoir où trouver la liste des régions, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue, il a pas l'info que je dois lui valider, mais sinon je lui donne à ce moment-là, donc ça m'affiche pas la liste des régions, enfin voilà, il comprend rien. Donc c'est normal. Donc en fait, le faire sur un fichier Power BI comme ça, tel quel, c'est pas une bonne idée. Moi, c'est un petit peu mon ressenti, c'est que c'est pas une bonne idée ou du moins on donne trop de choses à l'utilisateur. Parce qu'en fait, pas de RLS, toutes les données, patin couffin et en plus derrière, la personne va pouvoir, alors attendez, je vais juste normalement je peux le charger jusqu'au bout si je fais ah, en plus non, c'est pas le bon PC, il faut que je mette l'autre. Ici, si je mets, Paris 1 je crois. Hop, là si je fais charger, alors je vais vous basculer la bonne fenêtre, hein. Là, il est en train de charger toutes les données, hein, promis, je vous mets l'écran dès qu'il m'a rendu la main. Donc là, il est en train de charger toutes les données, mais justement, il charge toutes les données. Donc ça, c'est bien, hein, ça permet de sélectionner juste les données dont on a besoin. Ça, c'est le côté sympa du template. Mais comme je le disais, il aura tout. C'est-à-dire que même il a créé Paris, il a filtré sur secteur 1, s'il mettait all, il aurait eu tout, il a le choix. On ne peut pas lui dire tu verras que ces listes-là de valeurs, etc. Donc ça, vous voyez, c'est pas bien, quoi. C'est pas le but recherché. Bon, si vous pouvez juste enchaîner un petit peu. Oui, c'est des fichiers Excel et CSV, hein, bref, ça permet de faire les choses un petit peu plus rapidement normalement pour les tests. Hop, hop. Oups. Ah, le suspense est insoutenable. Ah. Je crois que c'est bon. Donc là, hop, je vous le montre. Et là, en fait, il est en train de charger la totalité du rapport. Donc là, il veut bien me mettre en plein écran. Tout à l'heure, c'était vraiment bizarre. Je vais le laisser
J'aurais peut-être dû le laisser charger la page. En fait, il est en train de... Mon PC est en train de ne pas du tout aimer, là. Alors, j'espère qu'il va pas me lâcher. Ça serait une mauvaise blague. Mauvais moment. Ah, c'est en train de s'afficher. Il est en train de charger la totalité des choses. Alors, attendez, je regarde en même temps. Ouais, il a pas l'air d'apprécier, là. Processeur à 100%. Oui, effectivement. Bon, c'est pas grave. Est-ce que je pourrais fermer, là? En plus, il y a tout ça qui prend que 30%, donc c'est un petit peu bizarre. Bon, c'est pas grave. Désolé, on va essayer de faire un petit peu avec. Donc en fait, là, il est en train de recharger la totalité du rapport, du template. Alors j'en avais sélectionné que quelques-unes, hein, c'était l'autre. Et en fait, du coup, là, ce qui est accessible, c'est la totalité des transformations. Et c'est ça en fait qu'on veut pas. C'est-à-dire que là, on donne trop la main à l'utilisateur. Je vous montre la partie Power Query. Donc vous voyez là, la personne a accès à tout. C'est un peu dommage. Ouais, c'est pour ça que je trouve pas que ce soit une bonne méthode de faire comme ça. Mais du coup, c'est là où le Live Connection rentre en action. Alors ne pas enregistrer, je pense que je vais vous partager l'autre écran, ce sera plus rapide. C'est-à-dire que là, en fait, j'ai créé le même rapport. Il est où? Il est là. J'ai créé le même rapport, sauf que celui-là, il est connecté directement à un jeu de données Power BI. Donc, jeu de données Power BI, c'est que ma source de données, c'est le jeu de données qui a été publié sur un espace de travail, donc avec ce type de source. Donc là, c'est connecté directement à un modèle qui existe déjà. C'est-à-dire que je n'ai pas accès, oui, alors maintenant on peut le faire en hybride, mais je n'ai pas accès à la modification du jeu de données sur lequel je me suis connecté. Donc ça, c'est beaucoup mieux. Et du coup, si on met en plus de la RLS, les personnes peuvent voir que leur propre rôle de sécurité. Ça, c'est normal. Du coup, le combo de tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est que une fois qu'on a exporté ce modèle-là, enfin ce rapport-là en modèle Power BI, donc ça c'est le second que j'ai exporté, hein, donc j'ai refait la même manipulation que tout à l'heure, hein, exporter, modèle, etc. Et bien là, cette fois, si je me connecte à mon Live Connection, alors je vais vous changer d'écran, hein, s'il me l'ouvre sur l'autre. Ah, cette fois il le fait ici. Voilà, la troisième fois était la bonne. On va lui laisser le temps. Donc là, en fait, il va ouvrir Power BI, il va ouvrir le fichier, un fichier vierge comme tout à l'heure. Il va me remettre également les mêmes, enfin certains, comment dire, invites de commande. Quoique non, même pas, il va pas le faire. Du coup, il va juste me, donc il me l'a bien ouvert sur l'autre. Je vais vous partager l'autre écran. Ça évitera de perdre du temps. Hop. Écran 1. Voilà. Donc là, il est en train de me recharger le Power BI. Et cette fois, en fait, je suis connecté directement en live au modèle. Donc, je ne vois que les données qui m'ont été, qui m'ont été partagées. Donc, ça, là, la sécurité, elle est gérée dans le modèle qui est dans dans le dataset, pardon, dans l'espace de travail. Alors, non, c'est pas ici du coup. Hop, paramètres de la source, dans l'espace de travail dans lequel j'ai publié. Alors, je crois que j'ai dû le publier sur Meetup, quelque chose comme ça. Hop, interactivity. Oui, il y en a plein. Donc voilà, c'est celui-là, celui qui est sur le Meetup. Et du coup, voilà. Donc ça, en fait, ça permet de donner la main à un rapport en entier qui a été fait, qui a été configuré par quelqu'un d'autre. Et en fait, du coup, là, l'utilisateur va pouvoir, dans le desktop, attention, c'est ce que j'avais bien indiqué au tout début dans mon slide, c'est que dans le desktop, là si je vous remonte le PowerPoint, hop, dans le desktop, hein, en Live Connection, on peut préparer en amont un rapport pour des utilisateurs. Et après, ils vont pouvoir configurer plein de choses, hein, mais au final, ils vont pouvoir changer le type de visuel, ils vont peut-être pouvoir ajouter une page, ils vont pouvoir utiliser le jeu de données, ils vont pouvoir changer des couleurs, des choses comme ça. Mais en fait, ils ont une base de travail. Une base de travail qui a été préparée sur des templates et qui ont été ensuite partagées à des utilisateurs. Donc ça, c'est une première méthode que je voulais vous montrer. Mais il y en a une autre que je préfère et qui est un petit peu moins lourde, entre guillemets, un petit peu moins technique. Alors, je vais repartager mon autre écran. Hop. Ici. Ça, c'était la petite démo. Je regarde l'heure en même temps. Et donc là, cette fois, c'est dans powerbi.com.
Alors c'est une fonctionnalité, ça s'appuie notamment sur une fonctionnalité, les visuels personnalisés, qui ont été ajoutés, il y a pas si longtemps que ça. Je crois que ça existe depuis, avril ou mai 2020. Je crois que ça fait 1 an quasiment, alors pas jour pour jour, mais en termes de mise à jour à peu près, qu'une option est arrivée, il y a pas si longtemps que ça. Alors, où est cette option? Je vais vous le montrer. Alors s'il veut bien décaler, voilà, parfait. Allez, viens ici toi. Oui, tu peux le faire. Ah non, il a pas voulu. Pas se laisser faire. Ouais. OK, il m'embête. On va y arriver. Voilà, donc dans les options, j'en ouvre un autre. Donc fichier, options et paramètres. Options, donc dans le fichier Power BI, mais un autre endroit où on peut le modifier, vous inquiétez pas. Dans le fichier Power BI, alors c'est dans la partie paramètres de rapport, personnaliser les visuels. Donc tout en bas sur fichier actif. Je crois qu'on peut pas le faire. Ouais, voilà. On peut pas le mettre pour tous les rapports. Faut le cocher à chaque fois, je crois. Il y a quelque chose comme ça. En fait, de bien avoir checké l'option, sélectionner l'option autoriser les lecteurs de rapports à personnaliser les visuels en fonction de leurs besoins. Alors ça, c'est vraiment sympa parce que les utilisateurs vont pas pouvoir faire n'importe quoi sur la page pour autant. Je vais vous montrer en démo. Et pour autant, ils vont quand même pouvoir modifier des choses pour eux. Pas pour tout le monde, pour eux. Et ça, c'est top. Et c'est là où on va pouvoir utiliser en plus les signets personnalisés, donc les bookmarks, custom bookmarks, qu'on va pouvoir faire. Donc là, cette fois, on va dans le service. Donc on va sur powerbi.com. Je l'ai mis où ma page? Je l'ai mis là. Hop. Donc je suis toujours sur mon fameux rapport. Et sur mon fameux rapport, et alors déjà, ah oui, petite option que j'ai vue il n'y a pas si longtemps que ça. Une fois qu'on l'a publié, on peut quand même aller changer l'option. Et ça, c'est top parce que réouvrir le Power BI Desktop et changer ça à chaque fois, c'est quand même assez relou. Et en fait, alors moi j'ai vu ça il y a pas longtemps, alors je vais peut-être paraître bête là-dessus, mais c'est pas grave. En fait, les paramètres qu'on a pu voir au niveau des options, ils sont également ici. Quand on est sur powerbi.com, sur votre espace de travail, sur la partie rapport, pas sur l'application, hein, sur la partie rapport, en fait, vous avez dans le fichier, vous avez la liste des paramètres. Et alors celui-là, il est tout en bas. Et vous pouvez le cocher ici. Et en fait, un certain nombre des options que je vous avais montrées sur la page d'avant, vous pouvez également les modifier là. Et ça, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps. Très honnêtement, je crois que cette option de paramètres là, elle n'est pas si vieille que ça, hein. Alors certainement plusieurs mois, il n'y a pas de souci, mais c'est assez récent que cette option il me semble hein, que ce côté paramètres, cette roue de paramètres a été ajoutée. Je peux me tromper, hein, et si je me trompe, tant pis, c'est pas grave. En tout cas, moi je l'ai découvert il y a quelques mois. Et donc du coup, encore une fois, cette fonctionnalité, elle doit être active, hein, ça fait 1 an qu'elle existe. Ça permet de faire quoi? Alors, en fait, ça permet d'avoir une option supplémentaire dans votre en-tête de visuel. Donc dans l'en-tête du visuel, c'est ces fameux boutons que vous montrez d'ailleurs, je crois que c'est Corentin, oui, qui vous montrait ça pour, la partie des navigations dans une hiérarchie, c'est le même endroit. Sauf que là, en fait, il y a un petit bouton en plus là. Il y a un petit bouton en plus, alors je sais pas à quel point je vais pouvoir, zoomer, non, il veut pas. Ah si, voilà, c'est bon. Très bien. Alors c'est bien pixelisé, ça c'est pas mal aussi. Pour aller alors pas là-dessus, pour aller là-dessus, ouais. Et en fait, quand vous êtes, hop, ici, alors c'est pixelisé, hein, parce que le zoom il a des limites. Vous avez cette petite icône qui vous permet en fait de personnaliser ce visuel. Bon, je vais revenir dans la vue normale. Hop, elle est où la loupe? Ah, alors par contre là, si la loupe me permet pas de revenir, ça va être un petit peu embêtant. Ça, pas du tout. Windows moins peut-être? Alors excusez-moi, un petit souci là de loupe. Le moins ne marche pas. Je peux diminuer, mais je peux pas être cool par contre.
Alors là, on fait des bêtises là, hein. Voilà, excusez-moi pour ça. Hop, j'ai voulu zoomer. Je pense que c'était une opération que je ne reproduirai plus. Le zoom Windows, c'est une horreur. Non, échappe, j'ai essayé, ça ne marchait pas. Mais c'est pas grave. Allez, on enchaîne, vous inquiétez pas. Ouais, non, mais la loupe Windows, plus jamais. Voilà, c'est un nom. Bref, cette petite icône avec le tooltip personnalisé visuel qui vous permet en fait, alors vous allez voir, d'être, vous voyez, en highlight sur le visuel en question, déjà, de première part, et de deuxième, vous permet de modifier deux choses. Enfin, deux types de choses. Le premier vous permet de modifier le type de visuel. Vous avez en fait ici. Alors, tu lags pas mal, Thomas, là. Hein. Ah, tu je m'entends, lag Thomas? là. Tu lags. Ouais, tu lags beaucoup. Un peu doucement. Alors attendez, je regarde juste, important. Ah, ça va un peu mieux. Ouais, alors je vais juste enlever des trucs. Pourtant, normalement, bon, c'est pas grave, hein. Hop. 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 Et ça reste. Ça s'en va. Est-ce que vous m'entendez mieux là? C'est mieux? Ouais, c'est parfait. Ok, super. Donc, la première chose que vous pouvez modifier, c'est justement le type de visuel. Le type de visuel, ça permet justement en fait d'avoir la même configuration que le ruban visualisation sur le desktop ou même sur le service d'ailleurs, avec les différents types de visuels que vous pouvez sélectionner. Et parce que oui, vous pouvez du coup changer. Tiens, un trimap, moi j'aime pas trop ça, je trouve ça nul, j'ai envie d'avoir un bar chart horizontal. Alors, peut-être pas le empiler, mais on s'en fiche à la limite. Et en fait, ça va vous modifier le visuel pour vous. Pour vous. Et en plus de ça, non seulement vous pouvez changer le type de visuel, mais vous pouvez également changer les champs, les axes, les mesures, tout ce qui est utilisé à l'intérieur de ce visuel-là. Moi, les sales, je m'en fiche. Ou alors, les sales, c'est bien, mais en fait, je veux autre chose. Je veux aussi le budget, par exemple. Et en fait, on voit la liste des champs. C'est comme si on avait le panneau de champs qui était normalement à droite de votre page Power BI. Bah, la même, mais en mieux. Voilà. Non, différent, tout simplement. Donc, la partie budget, alors bon, je sais pas si je vais utiliser la bonne, mais bon, c'est pas très grave, j'en ai plusieurs. Mais en fait, ça va rajouter le budget. Alors là, par exemple, c'est en empilé, c'est peut-être pas une bonne idée. Peut-être juste le mettre en barre en histogramme standard. Voilà, et là, je vais pouvoir mettre mes deux. Donc, vous voyez, avec cette fonctionnalité-là, vous pouvez changer pas mal de choses. Alors, par contre, évidemment, il y a des limites, hein. Les limites, c'est que vous pouvez ajouter des champs, modifier des champs. Vous ne pouvez pas modifier la configuration de visuel en termes de couleur, de disposition, etc. Donc, il y a une limite quand même au changement que vous pouvez opérer. Puisque de passer du coq à l'âne en termes de type de visuel, je ne sais pas moi, d'une card à un tableau, bah forcément, si on avait une card avec des conditional formatting, des trucs comme ça, et que vous passez sur un tableau, enfin là, les configurations qui ont été faites sur le visuel, a priori, ça va pas bien se passer, quoi. Ou pas, enfin, ça va pas être très pertinent. Mais quand même, il y a quand même, on peut faire des choses avec ça. Je pense, la fonctionnalité est relativement récente. Je pense qu'il y aura un peu plus d'options qui seront données pour pouvoir customiser par la suite et recorriger ça. Bon, à voir, hein, mais je pense que ça va aussi se goupiller un petit peu comme ça. Et alors du coup, une fois qu'on a fait ça, c'est cool, mais si vous quittez la page et que vous revenez, en fait, ça va plus ou moins partir. Vous avez une petite, comment dire, vous pouvez réinitialiser les modifications que vous avez faites. Mais c'est là où rentre en ligne de compte une deuxième fonctionnalité qui existe depuis beaucoup plus longtemps, les fameux signets. Donc les bookmarks en. Alors attendez, je vais au moins zoomer la page de Power BI. Les fameux signets de Power BI, donc qui sont là. Et alors, je ne sais pas à quel point vous êtes au courant de ça, mais il y a les bookmarks qu'on met, qui sont configurés dans le desktop. Qu'on peut voir d'ailleurs ici, c'est les signés du rapport, les bookmarks du rapport. Donc ça, ils sont internes au rapport. Ils ont été codés, entre guillemets, développés dans Power BI Desktop. Mais vous avez également la partie signés personnels, hein. Les signés personnels, c'est quoi? C'est moi, je suis en train de sélectionner current month. Alors, ça va peut-être faire des mochetés sur mes données, mais on va voir, ouais, évidemment. Bon, on va rester sur current year, hein, si vous me permettez. Par contre, on va peut-être changer de gross, enfin du net au gross. Ça utilise les fonctions d'axe, hein, de sélection que vous a montré Corentin tout à l'heure. Alors, même si là j'ai un petit souci de réseau là, mais c'est en train de revenir, très bien. Donc vous voyez, j'ai changé, je suis passé de net à gross, je suis en train de mettre ça. J'ai changé mon visuel.
je peux enregistrer un signet personnel, visuel perso 1. Voilà. Je peux même le définir comme vue par défaut, hein, si je le souhaite. Donc évidemment, je vais arriver comme ça automatiquement, l'enregistrer. Et là, j'ai un premier signet qui a été enregistré. Mais je peux très bien revenir sur ma vue d'avant. Hop, donc comme a été configuré le rapport en standard, revenir là-dessus. Alors du coup, enregistrer peut-être avec le year to date cette fois. Voilà, histoire de changer quelque chose. Et du coup, d'enregistrer un autre signet. Hop. Pardon. Visuel perso 2. Ne pas le mettre comme par défaut, hein, vous pouvez en avoir qu'un par défaut, bien évidemment. Et donc, j'ai ma liste des signets comme ça. Et en fait, le truc, c'est que là, OK, j'arrive sur mon rapport. Je suis un utilisateur normal, hein, je suis en train d'utiliser un rapport. Là, je suis sur l'espace de travail. C'est pareil dans l'application. D'accord? C'est pareil dans l'application. Je peux après naviguer d'une vue à l'autre pour revenir à ma vue avec le rapport tel que je l'avais modifié. Exporte les visuels personnalisés. C'est une très bonne question. Quand vous exportez un PowerPoint notamment, alors c'est pareil, vous pouvez l'exporter avec les valeurs actuelles et normalement, oui, ça l'exporte avec la sélection, en fait, la vision que vous avez actuellement. Alors, je vais juste exporter la page active histoire que ça ne mette pas trois plombes. Et puis on va voir le résultat. C'est vrai que je ne l'ai pas testé. Alors, la logique voudrait que ce soit bien le cas. Je vais juste le tester en live avec vous. J'espère que ça va pas prendre 3 plombes. Ça va créer 2 pages. Mais la logique voudrait que effectivement, ça va faire un screenshot finalement de la page. C'est pas, vous voyez, on perd la partie comment dire, la partie interaction, mais du coup, c'est un espèce de gros screenshot qui est fait de la page et qui est mis dans un PPT. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Et écoutez, moi c'était ça que je voulais vous montrer. Vous voyez là, on avait une première option qui permettait dans le desktop de donner la possibilité aux utilisateurs de créer leur propre rapport avec des templates. On va l'ouvrir celui-là pendant que je parle. Donc avec les templates pour dire voilà, je donne la main aux utilisateurs, il va pouvoir créer son truc, mais quand même il va falloir qu'il soit sur Power BI. Ah écoutez, non. Ah écoutez, logique MS, comme ça a été souligné. C'est pas le cas. Ça c'est moche. J'ai bien sélectionné valeur actuelle en plus, non? Je me suis pas trompé? Parce que j'ai peut-être, valeur actuelle, valeur par défaut, valeur actuelle. Ah écoutez, alors là, celle-là, voilà. Bonne remarque. On remontera ça à Bill Gates, hein. Alors c'est plus lui maintenant, mais on s'est compris. Parce qu'effectivement, c'est un petit peu dommage. Ah alors, voilà, comme quoi, hein. Je l'avais pas testé celle-là, comme quoi. Et donc du coup, les templates plus pour la partie création. Par contre, à contrario, plus pour la partie lecture, mais ça redonne un petit peu plus de dynamisme au rapport, c'est cette partie visuelle personnalisée avec les signets. Alors, je parle des signets plus pour enregistrer et éviter de faire tout le temps la même chose. C'est-à-dire qu'on donne accès à un rapport qui a été fait pour tout le monde. En fait, chaque utilisateur ou groupe d'utilisateurs va pouvoir faire des petites choses un petit peu dans son coin en restant sur le même rapport. Et dans une certaine limite, dans un certain cadre. Et c'est ça que je trouvais assez intéressant de vous montrer. Voilà. Écoutez, il est 20h, alors j'ai un petit peu débordé, je crois que j'ai pris 5 minutes de plus, voilà. Moi qui pensais que j'allais manquer de matière à vous présenter, comme quoi. Alors juste pour clôturer, et si vous avez des questions, je les prendrai bien évidemment avec, s'ils sont encore là, Corentin et Yas. Donc ça, c'était pour la partie démo de cette partie-là. Et alors du coup, quelques prochains meet-up, bien évidemment. Le 12 mai, les prochains c'est en mai, on aura donc, je crois que c'est Guillaume de Lille qui va nous faire une présentation sur la partie Power BI et des API et de quelques utilisations métiers. Je crois que c'est Nantes, si je ne dis pas de bêtises, qui va faire un Rex, un retour d'expérience sur Therma, BDR Therma. Et je crois que c'est Marseille qui nous proposera un sujet sur l'admin Power BI. Alors, je crois que le titre va être un petit peu plus étoffé, mais ça vous permet de voir un petit peu plus jusqu'à tout le mois de mai vos prochains meet-up. Voilà. Et donc, alors, on a Stéphane qui nous maintient que lui, ça se passe bien dans l'export. Donc, je ne sais pas si j'ai fait une mauvaise manip ou c'est juste un petit bug. Ou je ne sais pas si, en fait, c'est pas tant les bookmarks le problème.
puisque effectivement les bookmarks enregistrent des valeurs personnalisées. Là, c'est le côté visuel personnalisé qui ne passe pas. Donc, ce qui est étonnant, hein, très honnêtement, ce qui est assez étonnant, c'est peut-être un petit bug, on va voir. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. Il est 20h01. C'est vrai, c'est Strasbourg Speed Bordeaux. Autant pour moi, j'ai dit une bêtise. Donc le 20 mai, tu as raison de me corriger, ce n'est pas Nantes. Autant pour moi, c'est bien Strasbourg. Et vous allez avoir encore les envahisseurs bordelais qui vont débarquer sur ce meet-up également. Non, c'est avec humour que je dis ça, bien évidemment. Tout à fait. Bref, j'espère que ça vous a plu. Il est 20h02. On a été quasiment 70-80, je crois, pendant ce meet-up. Et apparemment, quelqu'un 14-02. Quelqu'un n'est pas sur le même fuseau horaire. Je vous souhaite donc une bonne soirée. Moi, je reste encore là quelques minutes s'il y a quelques questions et je vais de toute façon couper l'enregistrement. Voilà, merci encore de votre attention.